Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la pharmacothérapie de remplacement de l'alcool, qui est aussi souvent appelée programme WET. Donc, mon nom est Anne-Sophie Temeray-Carrière et puis je suis médecin de famille avec une spécialité en médecine des toxicomanies. Je n'ai pas de conflit d'intérêt là, avec le contenu de cette capsule. Je pratique principalement au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal et pendant la pandémie, j'étais médecin-chef de l'unité d'isolement Royal Victoria pour les gens sans domicile fixe atteints de la COVID. Donc aujourd'hui, je vais principalement vous témoigner de mon expérience là-bas, puis avec notre programme WET. Avant de commencer, là, à noter que cette capsule, elle se veut une application pratique de la prescription de pharmacothérapie de remplacement d'alcool qui est tirée du guide La pharmacothérapie de remplacement des substances psychoactives en contexte de la COVID-19 au Québec, un guide clinique à l'intention des prescripteurs. Donc, aujourd'hui, moi, je vais uniquement aborder le volet de l'alcool, mais n'hésitez pas à consulter le guide en ligne pour toutes les autres substances psychoactives. Puis finalement, ben, si le sujet de l'alcool vous intéresse et puis que vous désirez pousser plus loin, ben, sachez qu'il existe maintenant un module en ligne fait par la communauté de pratique des médecins en dépendance, puis qui va aborder spécifiquement la prise en charge médicale du sevrage d'alcool en externe. Donc, pour commencer, je voulais vous faire une petite historique du WET au Canada ou des programmes de remplacement de l'alcool. Donc, l'histoire au Canada commence à l'hiver 1996, quand 3 personnes en situation d'itinérance sont malheureusement mortes gelées à Toronto. Donc, cette triste situation-là a été évaluée par un coroner, puis il a émis beaucoup de recommandations, mais euh, notamment dans son verdict, il y avait le fait que la grande consommation d'alcool non contrôlée de ces personnes-là leur avait entraîné un refus d'accès au refuge qui existait à l'époque à Toronto. Donc, basé sur le rapport du coroner, c'est en 1997 qu'on a ouvert le premier programme WET au Canada. Et puis, à ce jour, selon le Canadian Managed Alcohol Program Study, on dénombre là, formellement 23 programmes WET au Canada dans 5 provinces différentes. Donc, c'est quoi un programme WET? C'est quoi un programme de remplacement ou de gestion de l'alcool? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, un programme de gestion de l'alcool, là, ça consiste finalement tout simplement à offrir à une personne aux prises avec un trouble d'utilisation d'alcool sévère et chronique des doses d'alcool préétablies puis gérées par des intervenants ou des professionnels de la santé à des intervalles de temps précis. Fait qu'il existe plusieurs modèles de programmes de remplacement de l'alcool. Ça peut être des modèles où on donne de l'alcool qu'on a acheté, des modèles où on fabrique de l'alcool sur place. Ça peut être aussi des modèles où on vend de l'alcool sur place aux gens ou encore des endroits où on offre aux gens de tester sur place la qualité de leur alcool. Puis en cas de besoin, on peut échanger leur alcool contre de l'alcool qui est propre à la consommation. Il y a des formules dans des refuges, dans des centres d'hébergement, dans des centres de jour. Puis généralement, on sert, comme je vous disais, une consommation à l'heure par personne, du matin jusqu'au soir, puis les heures peuvent varier. Fait que c'est un concept, mais qui peut avoir plusieurs modalités puis spécificités selon le contexte. Donc, nous, au Royal Victoria, pendant la pandémie, ben, vous vous en doutez bien, notre objectif, c'était d'isoler des gens atteints de la COVID-19 qui n'avaient pas de domicile. Donc, nous, on a décidé de servir nous-mêmes gratuitement de l'alcool aux gens qui étaient là-bas et puis qui avaient des critères d'éligibilité au programme. Et on servait l'alcool de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir. Qu'est-ce que ça fait, ça, les programmes WET? Qu'est-ce que ça change? Ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ça diminue les visites à l'urgence, ça diminue les admissions à l'hôpital, ça diminue également les contacts avec les policiers, puis les méfaits associés à l'alcool. On remarque aussi que les gens vont consommer moins d'alcool et puis mieux répartir leur consommation d'alcool dans le mois. On augmente la stabilité résidentielle des gens qui sont impliqués dans ces programmes-là. On augmente leurs facteurs de santé puis leurs indicateurs de qualité de vie. Donc, il y a quand même franchement des bénéfices là, qui ont été documentés par rapport à ces programmes-là, autant pour l'individu là, qui s'implique dans ce programme que pour la société puis la communauté autour. Je vous parle des critères d'éligibilité. Vous pouvez voir nos critères à nous là, qui s'affichent à l'écran à l'instant.
Donc, ils peuvent être modifiables, mais je vous parle des nôtres qu'on avait établis pour le Royal Victoria. Donc, premièrement, ben, il faut être âgé de 18 ans et plus. Et puis ensuite, ben, il faut avoir un diagnostic de trouble de l'usage d'alcool sévère et chronique selon les critères du DSM-5. Donc ça, c'est vraiment la base là, pour pouvoir intégrer ce programme-là. Ensuite, il faut avoir un test de grossesse, là, un bêta-HCG négatif pour tous les patients avec un utérus. Puis, il faut avoir refusé ou échoué des traitements de sevrage d'alcool puis de maintien de l'abstinence. Donc, ça reste quand même notre première étape, puis c'est ce qu'on va offrir aux gens. Et à Royal Victoria, on a fait de nombreux sevrages d'alcool pour des patients là, qui désiraient cette option-là. Mais quand c'est une option qui a échoué dans le passé puis qui n'est pas ou plus désirée par la personne, bien, à ce moment-là, il y a un critère d'éligibilité pour le programme de gestion de l'alcool. Ensuite, il faut avoir dans les critères d'éligibilité, avoir une consommation actuelle d'alcool qui engendre des problématiques de santé physique et mentale sévères, puis des visites fréquentes à l'urgence ou des hospitalisations répétées. Et finalement, ben, il faut accepter de s'impliquer dans le programme et signer le contrat. Donc, notre contrat qui s'affiche à l'écran, là, on vous en montre un exemple du contrat qu'on avait là, à Royal Victoria, mais vraiment, il peut être adapté, encore une fois, à toutes les réalités. Donc, je passe avec vous là, les points saillants, les points à retenir de ce contrat-là. Donc, premièrement, ben, on informe les participants que le programme ne sera pas continué à leur congé. Dans notre cas, c'était le congé de Royal Victoria, mais ça pourrait être au congé de l'hôpital ou au congé d'un refuge. Que les participants doivent s'engager à ne boire aucun autre alcool que celui fourni sur place là, pendant le programme, que les participants s'engagent à boire leur dose d'alcool dans leur chambre ou dans la salle prévue à cet effet. Donc, il y a vraiment des espaces dédiés pour aussi là, garder en tête que ce n'est pas tout le monde dans le même lieu qui sont dans les mêmes programmes. Puis, il peut y avoir des interférences entre les objectifs des gens, entre la réduction de la consommation, le maintien ou l'abstinence. Puis il faut que les participants au programme là, soient éveillés à ça, puis respectueux des objectifs puis des phases de changement des autres patients ou des autres usagers sur les lieux. On leur mentionne aussi dans le contrat qu'ils ne peuvent pas accumuler de l'alcool pour plus tard, puis qu'en aucun cas, ils peuvent donner de l'alcool à quelqu'un d'autre. On les informe aussi de la plage horaire là, pour se procurer l'alcool. Donc, dans notre cas, comme je vous le mentionnais tantôt, ça débutait à 8 heures du matin, puis ça se poursuivait jusqu'à 22 heures du soir. Et puis finalement, ben, on leur mentionne qu'à tout moment, des doses d'alcool peuvent être suspendues pour des raisons de santé ou des raisons de sécurité. Et puis qu'on leur demande, lorsqu'ils s'engagent dans le programme, de se respecter eux-mêmes, le personnel et les autres patients. Puis si ces conditions-là ne sont pas remplies, ben, on peut mettre un terme à leur participation au programme. Donc, on poursuit avec notre ordonnance préimprimée. Donc, qui dit ordonnance, là, dit un contexte un petit peu plus médicalisé, puis c'est pas nécessaire dans tous les cas. Il peut y avoir des contextes plus communautaires là, au programme de gestion ou de remplacement de l'alcool. Mais on vous montre encore une fois un exemple, celui qu'on a utilisé à Royal Vic. Donc, tout en haut là, de l'ordonnance préimprimée, vous voyez qu'on peut cocher des laboratoires. Puis c'est pas nécessaire tout le temps, là, surtout dans un contexte communautaire. Mais je pense pendant que le test de grossesse est vraiment un incontournable, encore une fois, là, pour les usagers qui ont des utérus. Ensuite de ça, vous voyez, vous pouvez cocher de faire le SIWA, qui est l'échelle des symptômes de sevrage d'alcool. Donc, si on a peur qu'un de nos usagers dans le programme ne reçoive pas assez d'alcool, puis débute des symptômes de sevrage qui pourraient être problématiques. Si on a cette inquiétude-là, on pourrait demander aux infirmières, là, s'il y en a d'impliqués dans notre programme, de faire des SIWA pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, puis c'est pas nécessaire d'augmenter les quantités de doses, les quantités d'alcool qu'on sert à chaque heure.
Puis finalement, vous voyez, là, on peut remplir la prescription en choisissant le type d'alcool disponible. Donc, nous, on avait de la bière 4 puis 8 mais il n'y a rien qui vous empêche d'avoir du vin ou de l'alcool fortifié. Il y a même des modèles ailleurs au Canada où les gens fabriquent eux-mêmes l'alcool sur place. Puis, il y a comme un sentiment de communauté puis d'empowerment, d'autoproduire ce qu'on va consommer. Donc, ça peut être des possibilités qui sont également chouettes. Et puis, pour la prescription, ben, on essaie, grosso modo, là, d'avoisiner la consommation que la personne avait habituellement avant de rentrer dans le programme pour éviter qu'elle tombe en sevrage. Mais il faut garder en tête que généralement, les gens sur Programme WET vont consommer un peu moins d'alcool et puis qu'on ne vise pas non plus nécessairement à atteindre l'état d'ivresse, là, comme les gens peuvent peut-être atteindre quand ils ne sont pas là, dans le programme de remplacement d'alcool. Ce qui nous amène à notre dernier outil qu'on vous présente à l'écran, qui est l'outil d'évaluation du niveau d'intoxication à l'alcool, qui est basé sur 4 critères. Donc, c'est pas très compliqué, mais on voulait vraiment quelque chose de formel pour aider les intervenants à naviguer à travers est-ce qu'on donne une dose ou est-ce qu'on retient la dose de la prochaine heure. Donc, les 4 critères sont le discours, la coordination, le jugement et l'humeur, puis finalement, le niveau de conscience. C'est vraiment pas sorcier. Dès qu'on a un point et plus sur l'échelle d'évaluation du niveau d'intoxication, bien, on va retenir la prochaine consommation. Puis on va dire à l'usager, bien, on se revoit dans une heure, puis on va te réévaluer dans une heure à savoir si finalement on te resserre une consommation ou si on a encore besoin d'attendre parce que tu cotes encore sur l'échelle d'intoxication. Puis ça évite les conflits puis les évaluations subjectives. Donc là, on a vraiment des critères objectifs, puis on peut aussi montrer la grille à l'usager là, pour lui faire comprendre pourquoi on a retenu la consommation. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Puis c'est vraiment ce qui nous a permis à nous, pendant la pandémie de COVID-19, d'isoler des gens sans domicile fixe au Royal Victoria, des gens qui avaient une dépendance à l'alcool, puis qui ne désiraient pas nécessairement se soumettre à un sevrage, puis qui répondaient à tous nos critères d'éligibilité. Mais c'est quelque chose qui a tout à fait sa place, là, selon moi, même en dehors d'un temps de pandémie, puis qui se faisait déjà ailleurs au Canada bien avant la pandémie de COVID-19, qui a été étudiée puis qui a été prouvée là, bénéfique pour les patients puis pour la communauté. Donc, pour terminer, je pense que c'est important de se rappeler de toujours individualiser nos traitements à chaque patient, puis aussi de ne pas hésiter à consulter des collègues experts au besoin. Puis à cet effet, il existe maintenant une ligne, en fait, une équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance qui peut répondre à toutes vos questions puis à vos besoins. Il y a 3 façons de les contacter. Donc, il y a une ligne téléphonique de 9h à 17h du lundi au vendredi. Ils ont une adresse courriel puis également un site Internet. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions, des grands projets, puis si vous avez besoin d'être épaulé dans tout cela. Voilà, merci beaucoup.